pour ceux qui ne me connaissent pas, donc c'est Pierre Chécossarou, donc je suis l'acolyte de Lucien, celui de l'ombre. Et donc, puisqu'on a fondé ensemble le Iulus Victor en 2017, moi, ma partie à moi, c'est plus le travail sur le cadastre napoléonien, le Velin, mais bon, j'ai fait quand même pas mal travailler sur Saint-Priest. J'ai du mal à publier parce que je ne sais pas écrire, donc voilà. Et donc mes collègues de la paléographie vous diront. Et puis donc voilà. Donc là, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai trouvé, moi, sur les documents que j'ai trouvés sur les propriétés des guignards, bon, à partir de 1830 déjà, puisque c'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille un petit peu. Et puis arrivé sur, du moins, juste la période de révolutionnaire. Alors, les propriétés donc, de la famille Guignard. Voilà, donc le retour, là, on va retourner un petit peu sur le passé de Saint-Priest, un petit peu, c'est des trucs que j'ai trouvés, que j'ai réussi un petit peu à replacer sur les plans actuels. Donc, une première chose, c'est un document de 1791 que j'avais trouvé aux archives municipales, qui est là, un petit peu les prémices d'un cadastre, puisque Louis XVI, malheureusement, bon, il était décapité, mais c'était quand même un précurseur quand même d'une monarchie quand même constitutionnelle quand même. Donc déjà, puisqu'il y a eu quand même, Vauban sous Louis XIV, mais il avait été très très mal reçu par les nobles, puisque en fait, dans l'Ancien Régime, les nobles ne payaient pas d'impôts parce qu'ils étaient là pour protéger le roi, donc c'était eux qui étaient chargés de faire la guerre, un petit peu de protéger le royaume. Les religieux, donc tout ce qui était clergé, ne payaient pas d'impôts parce qu'eux priaient pour le salut de l'âme du roi. Et les seuls qui payaient, en fait, c'était les propriétaires utiles. C'était ceux qui travaillaient, en fait. Hein, ils n'étaient pas voilà. Donc c'était ceux qui travaillaient et qui n'étaient pas propriétaires éminents de la terre. Et qui, voilà, donc, bon, voilà. Donc en 1791, déjà, il commence déjà un petit peu à arpenter les terres et à faire déjà un petit peu au niveau des communes, un petit peu tout ce qui était, tout ce qui était, voilà, à nommer des sections et tout ça. Donc, voilà. Donc en 1791, le territoire de Saint-Priest est découpé en 29 sections. Malheureusement, on n'a pas de plan. Apparemment, des plans auraient été faits, mais ils sont introuvables. Ça fait 20 ans que je travaille dessus, j'ai encore pas mis la main dessus. Par contre, à travers les documents que j'ai reçus, j'ai pu arriver à les replacer sur la carte actuelle. Hein. Donc voilà. Donc vous avez là, vous avez 29 sections qui reprennent un petit peu des noms de toponymes anciens. Donc, vous voyez, vous avez Terre-Parent, vous avez les Loables de l'Araignée, par exemple. Vous avez les Brigoudes, qu'on va retrouver après en toponyme en 1830. Vous avez les petites taches de Manicieux, vous avez le grand champ de l'An, qui maintenant serait sous champ de l'Ain. Voilà, la section du Terret. Voilà, donc vous avez la section des Ormes, voilà, la section du Payet. Voilà. Donc vous voyez, donc, on arrive à retrouver un petit peu, sachant que le découpage de Saint-Priest, des limites de Saint-Priest, date du mois de mai 1828. Alors après, donc, on passe là, à ce moment-là en 1830, hein, puisque on a 40 ans pratiquement d'écart. Là, on est sous les prémices de la Révolution. Là, on est déjà sous Louis XVIII. Hein. Un découpage en 6 sections déjà. Par contre, on a 109 toponymes. Alors, voilà, la carte de 1830, ça c'est les fameuses sections. Voilà, vous voyez, donc là, on n'a plus que 6 sections. Voilà, donc ça, vous avez les LUEP. Vous avez la section F du village. Voilà. En fait, c'est un découpage qui était plutôt équilibré au niveau des surfaces. Sachant qu'après, il y a le centre de Saint-Priest, et qui démarre toujours dans les sens des aiguilles d'une montre, en fait. Hein. Vous voyez, donc, voilà.
Mais ça, c'est pas le plus important, mais c'est simplement parce que moi, ça m'a permis après de pouvoir replacer les terres du comte de Saint-Priest. Et là, vous avez les toponymes. Alors, les toponymes, vous verrez que tous les noms n'arrivent pas à apparaître parce qu'au niveau de la carte, comme j'avais marqué quand même en gros, il y en a qui, vous voyez, on a les Luepes, les Grisardières, les Grisards et Moguettes, vous voyez. Voilà. Ça, vous retrouvez ça dans la publication numéro 5 de Julius Victor. Voilà. Donc la surface totale de la commune en 1830 est de 2982 hectares. Entre cette époque-là et maintenant, il y a à peu près une cinquantaine d'hectares d'écart. Alors, plus ou moins... Ah, pardon. Oui, je ne suis pas habitué à parler au micro, donc voilà. Donc il y a une cinquantaine d'hectares. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas si ça vient des arpentages, parce que moi, j'ai repris toutes les surfaces qui étaient sur l'état des sections de Saint-Priest. Alors, là, j'ai la généalogie succincte des familles Guignard. Voilà, l'arbre généalogique des Guignard. Donc, moi, je démarre à partir de où on était resté avec mes collègues de la paléographie. Donc, Pierre-Emmanuel Guignard, je parle le premier, parce qu'il y a eu un Pierre-Emmanuel de Guignard qui est en 1720, qui, lui, a acheté le baronat de Jon. Donc, il faut faire attention toujours, parce que bon, le fait qu'il n'y ait pas de génération de marqués, donc pour moi, dans tous les travaux que je vais faire, puisque j'ai trouvé un terrier justement de Pierre-Emmanuel Guignard le second, je mettrai toujours le premier et le deuxième de manière à ce que les lecteurs puissent savoir où ils en sont. Parce que sur Wikipédia, on retrouve pas mal de choses sur les Guignacs, sur Génianet aussi, mais on se retrouve finalement, quand on a beau connaître la famille, mais on se retrouve toujours un peu perdu là-dessus. Donc voilà. Donc moi, c'est Pierre-Emmanuel de Guignard et Jeanne-Angélique de Rabault, puisque mes collègues tout à l'heure vous en ont parlé justement au sujet des documents qu'on a eus. Donc vous avez toute la lignée des propriétaires. Donc vous avez Denis-Emmanuel Guignard. Après, vous avez Jean-Emmanuel de Guignard. Donc, et puis après, vous avez donc toute la fratrie, la génération suivante. Hein. Vous avez Marie-Joseph Emmanuel de Guignard, qui lui va être propriétaire du château et qui va se faire décapiter. Alors, donc voilà. Et puis François-Emmanuel Guignard, qui après va venir après. Donc là, après les descendants, je les ai arrêtés. Et là, on va reprendre, vous voyez, donc la descendance de Marie-Joseph Emmanuel de Guignard. Hein, et vous avez donc les 4 sœurs qu'on va retrouver dans un document de 1815 qui vont vendre les propriétés de Saint-Priest, entre autres, et puis qui vont les vendre à leurs cousins. Donc voilà, vous allez avoir ici, vous voyez, Armand Charles et puis Louis-Antoine, voilà, puisque c'est Louis, c'est voilà, donc c'est dans le document de 1815, c'est Émilien Anastasie qui va représenter son frère, qui va Louis-Antoine, et puis voilà, grosso modo, ce que vous avez. Ça, vous le retrouverez. Ben ça, de toute façon, ça sortira dans les actes de la 4e journée. Donc, voilà. Alors, justement, moi, je me suis posé donc, la question, c'est quand j'ai travaillé sur Cadastre polonien, quand j'ai vu la quantité de parcelles que Guignard était propriétaire, et puis les surfaces, je me suis posé la question, comment se faisait-il que quelqu'un qui s'est fait décapiter, qui ne se retrouve avec autant de parcelles qui ont été conservées, qu'il a récupéré ces parcelles en 1830. Donc là maintenant j'ai quelques éléments de réponse, hein, puisque bon, il y a eu voilà, donc en 1802, puisque Armand revient en 1802, Napoléon il avait besoin de personnes pour administrer, parce qu'en fait les révolutionnaires, il n'y en avait aucun qui était formé pour faire de l'administration. Donc, et donc à ce moment-là, Napoléon a eu besoin quand même de personnes quand même qui soient administrateurs. Et du coup, il a initié les émigrés en leur disant, ben voilà, vous abandonnez quand même vos idées de royalistes, tout ça, et puis vous venez et puis vous reprendrez et on vous redonne vos terres. Alors, à Saint-Priest, l'état des propriétés des Guignards pendant la Révolution, donc, le registre de délibération du 25 niveaux de l'an 2, donc c'est le 15 janvier 1794, en fait, on se retrouve avec un document
de mise en fermage de plusieurs propriétés, de plusieurs propriétaires, entre autres donc les guignards, et qui divise pour le compte de la municipalité, parce qu'en fait, comme il y a la Convention n'avait pas pris de décision pour tout ce qui était, séquestre des terres, eh bien, ils se sont appropriés un petit peu les terres en attendant d'être vendus. Du coup, ils ont mis en location ces terres-là pour le compte de la municipalité. Ça leur permettait, pour eux, de recevoir de l'argent, et puis après, de cet argent, pouvoir même le répartir, le faire remonter justement jusqu'au gouvernant, au nouveau gouvernant. Donc, on a ce document-là où on a la division de silos de la grande vigne. Hein, donc, voilà, donc on va voir là. Voilà, donc vous voyez la grande vigne qui est ici. Voilà, qui maintenant se situerait au sommet de la montée de Robély. Vous avez la montée de Robély qui est là, vous voyez. Vous avez la grande rue de la Croix-Rousse qui est ici. Et voilà, donc avec l'ancienne maison Galavardin qui était ici, vous voyez, hein, avec le jardin potager. Vous avez donc cette vigne-là a été divisée en silos. Voilà, donc je peux vous donner le détail si vous voulez. Hein. Il y a donc 67 plus 47 plus 49 chaponnières qui sont attribuées à Benoît Paillé-Maurice. Alors, une chaponnière, c'est un cep de vigne qui est issu d'un chapon. Et un chapon, c'est un cep de vigne qui est issu du provignage. C'est-à-dire que dans le temps, même chez les viticulteurs, souvent, dans les vieilles vignes, eh bien, quand ils ont un pied qui commence à s'abîmer, qui commence même à trop vieillir et même mourir, eh bien, on reprend un morceau de sarment qu'on remet dans la terre, et ensuite, au bout d'une année, eh ben, ce sarment reprend des racines, et puis ça va faire un nouveau cep. Donc voilà, ça c'est le terme ancien pour voilà. Donc voilà. Donc vous avez pratiquement vous avez une partie déjà de la vigne qui est attribuée à Benoît Paillé-Maurice. Vous avez une autre partie qui est attribuée à François Berlioz-Borde. Hein. Après, vous en avez une autre qui est vous en avez une autre aussi qui est encore attribuée à Françoise Berlioz-Borde, mais peut-être que Berlioz-Borde n'avait pas suffisamment d'argent, mais il est cautionné par Gabriel Berlioz-Borde, par son frère. Alors, ce système de caution, je l'ai revu aussi beaucoup sur les séquestres, puisque il y a quelques années, j'étais allé voir un petit peu les séquestres, et en fait, il y a eu beaucoup d'acheteurs de biens nationaux et qui n'avaient pas forcément les moyens. Alors, c'était des gens cautionnaires qui prêtaient l'argent, et dans le système ancien, on prête de l'argent, mais il faut que toutes les années, à une date échue, il faut que les gens payent les intérêts. Voilà. Par contre, s'ils ne payent pas les intérêts, eh bien, le cautionnaire récupère la totalité du bien. Voilà. C'est pour ça que, je ne nommer personne, mais sur Saint-Priest, il y a des propriétaires qui sont retrouvés avec énormément de terrain, parce que finalement, ils ont servi un petit peu de caution. Et voilà. Donc alors après, article 3e, donc François Berlioz-Borde est cautionné par Gabriel. Après, vous avez aussi un 4e et 5e lot qui est affermé à Pierre Figara et Antoine Paillé-Burin, cautionné par Pierre Cusin. Article 6, donc un 6e article qui est à Benoît Paillé-Maurice, cautionné par François Berlioz. Vous voyez, donc article 7, pièce de terre appelée le Grand Verger, affermée par Jean Tolot, boulanger domicilié à Commune-Affranchie. Alors, Commune-Affranchie, ça, je n'ai pas trouvé parce que, est-ce que c'est Villefranche? Mais ça m'étonnerait. Alors, ce grand verger, pour moi, il est ici. Vous avez le château ici, hein, donc voilà. Donc, vous avez le parc du château actuel. Et là, vous avez une partie qui est une plantation. Hein, sur 1830, c'est marqué une plantation. Alors, il faut savoir aussi que la montée de la Carnière, a été déplacée depuis le cadastre napoléonien, puisque vous voyez là, la montée de la Carnière actuelle, elle est ici. Hein. Elle est ici. Et que et que les Guignards, je crois que c'était, Lucien, là, c'est 1830, je crois, non 1830, a demandé à la commune, justement, de
leur acheter ce bout de terrain, du moins voilà, pour récupérer, pour agrandir le parc actuel du château en fait. Parce qu'à l'époque même, si vous voulez, la rue Henri Maréchal, donc du moins vous aviez donc voilà, eh bien aller directement, on arrivait directement sur la rue du Grisard. Donc, voilà. Et sachant aussi qu'ici, vous verrez après sur la prochaine diapo, c'est qu'ici, en fait, on se retrouve, parce que la montée de la Carnière reste quand même une déclivité quand même qui est assez importante. Et à l'époque, il fallait aussi voir que c'était quand même c'était tracté par des animaux. Donc, il me semble que ça reste hypothétique. Hein, moi, je vous dis ça parce que donc, et on verra après sur la prochaine diapo, vous verrez que ça permet, il y a la route ici, là, qu'on revoit maintenant, peut-être, hein, qui est la rue Parmentier. Ça devait servir justement pour couper un petit peu cette pente ici, et puis pouvoir que les animaux puissent remonter après, et moins de déclivité à faire sur la dernière portion. Donc, division en silos de la Grande Vigne. Donc, le grand verger au soir du château, vous voyez, donc au soir du château. Alors, le soir, c'est l'ouest. Vous verrez, vous aurez la bise, de bise, c'est le nord, devant, c'est le sud, et le levant, le matin, c'est l'est. Voilà. Après, vous avez le jardin situé au vent du château, donc, voilà. Alors, au vent du château, donc c'est au sud du château, en fait, et on se retrouve, vous voyez, c'est la section d'après. C'est ce grand potager, vous voyez, et on retrouve ici, vous voyez, c'est une route hein, bon, qui n'existe plus maintenant parce que bon, vous avez le boulevard, vous avez le tramway, et là vous avez cette fameuse route qui est ici, là, la rue Parmentier, et qui vous permet d'aller de récupérer et de traverser, vous voyez, cette partie du parc du château pour aller jusqu'à la Carnière ici, quoi. Voilà. Alors, division de l'eau du Pré-Verdier situé au Mas de la Combe. Alors, ça se situe où? Pour moi, le seul pré que j'ai trouvé au Mas de la Combe, je suppose que c'est le Mas de la Combe. Bon, Lucien m'a confirmé, parce que bon, je ne suis pas non plus. Voilà. C'est donc le Mas de la Combe, apparemment. Donc, sur le terrier des Richards, le Mas de la Combe était situé à peu près ici, vous voyez, donc sur cette partie, en fait, sur le vieux village, hein, vous avez ici la rue Geneviève-Berlioz actuelle, vous avez la rue du Paillet qui est ici avec tous les méandres de la rue du Paillet, vous voyez, vous avez la grande rue qui est ici, hein, donc voilà, et en fait, voilà, donc ce fameux pré Verdier, je pense que c'est celui-ci, puisque c'est le seul à peu près qui soit, parce que voilà, donc Mas de la Combe c'est ici, à moins que ça soit celui-ci qui soit en dessous. C'est vrai qu'ici aussi, on a une combe aussi, hein, puisque là, on est sur le pré-Poulet, donc voilà. Et là, une maison et une terre au Mas du Clairon, données verbalement à Jean-Baptiste Paillet par le citoyen Guignard. Voilà. Ça, je reprends texto le document. Voilà, donc, et là, vous avez donc la propriété du Clairon. Hein, vous avez la maison du garde qui est ici, qui est brûlée maintenant et qui vont détruire parce que apparemment ça va être transformé en immeuble ici. Il va y avoir voilà. Là vous avez donc le parc du Clairon, l'étang du Clairon ici, puisque là vous avez même la description de là. L'étang du Clairon, vous voyez, c'est ce que vous avez un petit peu plus sombre ici, ce qui nous reste, le reliquat qui reste. Par contre, vous voyez, c'était très très grand. Et là vous aviez un abreuvoir. Donc là, j'avais sur un document du conseil municipal, eh bien, du 5 décembre 93, donc il y a une description. Donc il parle d'une chaussée avec plantation de sycomore de 5 toises de largeur et 860 toises carrées de surface. Alors une toise, d'après le cadastre apollonien, c'est une toise de mesure de longueur, c'est 61 cm. Et une toise carrée, qui est la toise en mesure de surface, fait 38 arts. Voilà, donc grosso modo. Donc il parle donc de bises, une plantation de peupliers de 961 toises. Après, un abreuvoir, donc l'abreuvoir que vous voyez, où est la flèche là. Vous voyez, donc ça c'est un abreuvoir qui a été construit et qui prend son eau sur l'étang, donc voilà. Et puis après,
vous avez une chaussée du côté du Soir, donc la fameuse chaussée, c'est la fameuse plantation que vous voyez tout le long en rouge, hein. Donc ça c'est une plantation, donc voilà. Et puis la réfection, et ils indiquent là dans le document que la réfection de l'étang a été faite 20 ans auparavant, parce que c'est un document qui faisait suite à un décret révolutionnaire où il parlait de détruire toutes les zones humides, parce que c'était toujours une source de miasmes et compagnie, quoi. Et là, le problème, c'est qu'ils disent vraiment qu'ils en ont besoin, parce qu'en fait, sur Saint-Priest, il y a très peu d'eau, quoi. Il y a très peu de surface en eau, d'hydrographie, donc voilà. Alors, les propriétés du comte de Saint-Priest au XIXe siècle. En 1815, donc avec le document donc, de vente, on a une description succincte dans l'acte de vente entre les 4 filles de Marie-Joseph de Guignard et le fils de François Louis-Antoine de Guignard. Donc, alors, on a, en détail, on a un château avec ses dépendances. Des prés situés à Marennes. Pour l'instant, donc, on n'a pas encore, puisque c'est un document que j'ai trouvé, moi, fin août, donc j'ai pas eu le temps matériel d'aller chercher un petit peu, de creuser là-dessus. Les réserves de plusieurs terres cultivées, bon, ça on les aura tout à l'heure, hein, puisque ça, on peut les avoir. Les 3 corps de domaine, plusieurs bois étaillis, et un domaine appelé la Donnière, situé à Marennes. Voilà. Et inscription sur la matrice foncière de la commune de Saint-Priest. Alors, c'est la première matrice qui existe donc en 1818. Toujours pareil, toujours les premiers prémices fiscales donc qui précédaient le cadastre, hein, où on a une cote fiscale en 1815 de 5 991 francs. Et par contre, les surfaces de propriété, pour d'autres propriétaires, on a les surfaces, et plus ou moins on a leur situation, mais sur le découpage de 1791, donc ça reste quand même pas très précis. Par contre, voilà. Donc pour les Guignards, on n'a pas de surface. Donc en 1828, donc on a une reprise plus détaillée des propriétés de Saint-Priest lors d'un partage de propriétés entre Armand Charles et son fils. Donc, ça, vous trouverez le document sur le livre de Lucien, là, c'est le numéro 7. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous avez le château avec les dépendances, qui est ici. Hein, donc, vous avez tout ce château avec ses dépendances, en fait. Hein. Voilà, vous avez tout ça, en fait. Hein. Vous avez tout ça avec la forêt qui est contiguë. Hein. Et c'est marrant parce que la forêt contiguë, en fait, on se retrouve avec actuellement, on se retrouve avec actuellement le même schéma que les lotissements et puis la plaine de jeu que vous avez ici. Hein. Le fort Saint-Priest étant là. Donc, voilà. Donc, avec les grandes allées, hein, vous avez ces grandes allées Guignard avait vraiment le projet d'avoir une grande avenue qui traverse complètement Saint-Priest. Donc du côté ouest, donc en direction de Vénissieux, et puis du côté est en direction de la forêt, et après voilà. Le domaine de Ferrari et la Fouillouse, hein, qui sont sur la section C. Donc Ferrari, c'est là, puisque vous avez ici, donc vous avez l'ancienne ferme Cusin-Masset, donc vous avez une cour, en gris c'est la cour, vous avez un bâtiment là, vous avez un bâtiment ici, vous avez un jardin potager là, vous avez des plantations. Alors les plantations, on ne sait pas si c'est des plantations de mûriers, on ne sait pas si c'est des plantations d'arbres fruitiers, parce que je n'ai pas de précision sur le cadastre napoléonien, mais voilà. Donc, et tout ce qui est en brun comme ça, ce sont des terres cultivables, hein, ce sont des terres labourables. Vous avez donc l'étage de Chassieux, ici. Alors là, on se retrouve à l'intérieur du périmètre de l'aérodrome, hein, de Lyon-Bron, hein, avec une grande terre, sachant qu'on est en marge de Saint-Priest et puis avec Chassieux, et la terre de Chassieux va se retrouver pratiquement en face de celle-ci. Donc voilà. Donc voilà. Et ici, on a une propriété complète, hein, avec le bâtiment, vous voyez, une friche. Alors friche, on ne sait pas trop parce que ils appellent ça des pâtures. Donc, ils pouvaient mettre des animaux.
souvent ça peut servir de cours. Ils pouvaient même aussi un petit peu mettre des petites cultures de potagères, un petit peu, ou peut-être même chenevières. Mais bon, c'est pas déclaré en tant que tel, puisque les résultats fiscaux n'étaient pas suffisamment importants pour être taxés, quoi. Voilà. Et puis là, avec la cour et le bâtiment, quoi. Voilà. Alors, le cadastre napoléonien de 1830, donc de parcelles de Saint-Priest est 110. Nombre de parcelles à Chassieux. Alors Chassieux, c'est antérieur, hein, parce que le cadastre napoléonien de Saint-Priest, c'est 1830. Chassieux, c'est 1812. Donc on a quand même pratiquement presque 18 ans d'écart, presque 20 ans, du moins. Ouais. 18 ans d'écart entre les deux communes. Hein. Et la surface de la propriété représente 13,5% de la commune, quand même. C'est pour ça que c'est très, très important. Voilà. Donc section D, parce que justement, tout à l'heure, je n'en ai pas parlé, parce qu'il y a des terrains en section D. Hein. Alors, voilà. Donc on va retrouver ça, vous voyez, les Corbès. Comment vous voyez, là, vous avez un petit peu sur les gares de triage. Voilà. Là, on est en face, vous voyez, peut-être anciennement, ça c'est là vous avez la caserne de régiment, donc voilà. Et ici, vous avez centre technique municipal, ça se situe entre la rue de Provence et la rue la rue de Provence, et puis l'autre rue, c'est voilà. Oui, la rue du Lyonnais, pardon. Oui. C'est pas les Courbès, hein, c'est les petites Courbès et les grandes Courbès. Oui, non, oui, ben, c'est bien sûr. C'est Courbès, là. Oui, les petites Courbès. Bah, oui, mais moi j'ai repris le cadastre napoléonien. Moi c'est ce qui est écrit. Hein. Non, c'est moi j'ai repris le cadastre. Hein, voilà. Les Ormes et Grand Gaillot, pareil, et puis les Courbès, voilà. Bon, moi j'ai repris texto, ce qui est marqué sur l'état des sections. Hein. Je me suis pas amusé à voilà. Alors, après la section E, donc dite de Rebuffer. Voilà, donc on a quand même quelque chose un petit peu sur Bandonnier. Vous voyez, ça c'est sur... là, vous avez la rue, un chemin qui existait. Là, vous avez la rue du Dauphiné, et puis qui est maintenant sur la nouvelle zone qui est en train d'être construite, là, voilà, qui est sur la plaine. Voilà. Détail des parcelles aussi. Donc, de Saint-Priest. Voilà. Donc ça, vous avez le détail de tout ce qui est avenue, les surfaces, de ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc voilà. Vous voyez. Donc on a 110 parcelles, 404 hectares et 7000 francs de code foncière, de code fiscal. Voilà. Détail de la propriété du Clairon. Là, je vous l'ai parlé tout à l'heure. Donc, registre du conseil municipal de Ventose en deux de la République, hein, 21 février 1794. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, vous avez le document qui est ici. Voilà. Donc, avec toutes les plantations, vous voyez. Donc, c'est aujourd'hui, donc, de Ventose en deux de la République française. Nous, officiers municipaux de la commune de Saint-Priest, conforme à la loi du 14 frimaire relatif au dessèchement des étangs, nous nous sommes transportés accompagnés de l'agent provisoire sur le lieu de l'étang du Clairon situé sur notre commune, hein, voulant reconnaître le contenu du dit étang. Nous l'avons toisé et nous avons trouvé le grand étang du Clairon contient 1773 toises d'eau. Au milieu du dit étang est une motte de terre contenant 200 toises sur laquelle il y a une plantation de peupliers détaillés, alors voilà, d'Italie, pardon. Hein. Le dit étang est entouré d'une chaussée de 5 toises contenant 876 toises sur laquelle est une plantation de sycomore. Donc sycomore, c'est les érables, hein. C'est ce qu'on a beaucoup ici, hein, sur Saint-Priest. Voilà. Une plantation de peupliers joignant l'étang du côté de Bise contenant 961 toises. Un abreuvoir joignant et prenant les eaux du dit étang de côté de Bise, hein, donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, et un étang et une chaussée du côté du Soir contenant 191 toises, donc voilà. Donc, comme la commune de Saint-Priest, voilà, donc oui, Saint-Priest
ne possède ni repère, ni mes collègues de paléographie, ça vous fait un exercice là. Voilà, ni fontaine, voilà, fossé, voilà, donc, considérant qu'il est impossible de le dessécher, puisqu'apparemment donc les étangs sont sûrement connectés à une résurgence, donc voilà, qui est impossible de, voilà, donc à Nagente, voilà, et puis donc le fit construire, donc qu'environ là dedans, et que le citoyen Guignard le fit construire il y a environ 22 ans. Et là, donc, le plan du détail de la propriété du clairon que vous avez vu tout à l'heure. Hein. Donc, voilà. Alors, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans la donation donc, de cette maison avec le bout de terrain, et puis voilà, ça fait partie des éléments qui ont fait que certaines... Ça ne s'est pas fait que à Saint-Priest, ça s'est fait beaucoup pendant les révolutions sur d'autres communes, hein, sur d'autres lieux, même en Côte d'Or. Et en fait, ce sont des choses qui ont permis justement aux émigrés de pouvoir récupérer leur propriété après l'amnistie. Donc voilà. Voilà, donc les crédits documentaires. Bon, archives départementales du Rhône, archives municipales de Saint-Priest, archives départementales de l'Hérault, parce qu'en fait, on s'aperçoit que j'ai découvert au mois d'août justement qu'il y a énormément de documents du fait que Armand était sur Montpellier, donc du coup, il y a pas mal de choses dans l'Hérault. Donc voilà, donc la revue d'histoire de Saint-Priest numéro 5, puisque sur le canal napoléonien, et puis le numéro 7, donc l'histoire du chapeau de Saint-Priest et des propriétaires. Voilà, merci de m'avoir écouté.